à toutes et à tous et bienvenue dans JVLJT Sport. Salut Pierre. Salut Clément. On est parti pour vous résumer l'actualité sportive genevoise du mois de décembre en à peu près 15-20 minutes. Aujourd'hui ça sera beaucoup plus long parce que c'est la dernière émission de l'année 2014. Voici donc un menu de choix qu'on vous a proposé. Voici le sommaire. Décembre rime forcément avec escalade du côté de Genève. Notre reportage sur place lors de la 37e édition de la course du même nom. Il y avait également de l'aviron avec le duel entre la Société nautique de Genève et le club d'aviron de Vesna sur le Rhône. Découverte de ce sport à voir. Football avec la fin de la première partie de saison pour le Servette Football Club. On enchaînera avec le basket avec la suite du championnat pour les Lions de Genève. Hockey avec le GSHC auteur d'un bon mois de décembre. Et le traditionnel concours hippique international de Palexpo. Également du côté de Palexpo, le Supercross. Et pour finir, nous avons eu la chance de rencontrer Michel Pont dans le cadre d'une interview et d'un portrait qui paraîtront bientôt sur la chaîne. Pour vous faire patienter, vous aurez le droit à un court extrait. Et on termine avec les habituels infos suisses. On parle maintenant de la course de l'escalade qui avait lieu les 5 et 6 décembre dernier et qui a une nouvelle fois passionné les foules. Avec 36 697 coureurs et quelques autres milliers de spectateurs, la désormais plus grande course de Suisse en termes d'affluence a de nouveau battu son record de participation. Ça méritait bien un joli clin d'œil. Foule au Parc des Bastions avec énormément de personnes venues voir les performances des jeunes ou moins jeunes coureurs. André, qui courait dans la catégorie des cadets A, a pu nous donner ses impressions après sa course. Moi, je trouvais qu'elle était quand même assez crevante, très longue, ça fait assez difficile de courir 5 km, surtout dans la vieille ville de Genève où c'est quasi que de la montée. Et on court sur un peu des dalles par terre, c'est assez désagréable, mais sinon en général ça allait encore. Oui, je pense quand même que j'aurais pu faire mieux, surtout vers le deuxième tour, vers les plats, j'arrivais pas à me donner à fond. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop de vent, beaucoup trop de gens, c'était trop serré donc. Mais voilà, sinon en général, je pense que ça allait. Et dernière question, comment t'as trouvé l'ambiance ici? Toujours pareil, toujours bon, comme toutes les années? Ah oui, toutes les années c'est vraiment génial, l'ambiance c'est vraiment le grand événement de Genève chaque année, donc c'est vraiment une ambiance incroyable et c'est excellent. Et j'aime bien le fait qu'ils nous donnent de la soupe à la fin, donc ça c'est cool. Et l'année prochaine, tu reviendras? Ah oui, bien sûr, comme chaque année, je pense que je vais revenir, je vais refaire et je vais regalérer et rechier. Et voilà, re-souffrir. Merci beaucoup. En ce qui concerne les professionnels, chez les dames, la victoire est revenue à la Kenyane Cynthia Kosgei et chez les hommes à son compatriote Abraham Kipiatich. Ils avaient déjà remporté l'édition l'année passée. Nous nous réjouissons donc déjà du déroulement de la 38e édition en 2015 qui s'annonce tout simplement passionnante. Autre registre maintenant, si je vous dis aviron, vous me direz sûrement Luca Trammer et encore pas sûr. L'occasion de vous faire plonger dans un sport qui mérite une plus ample reconnaissance. Petit tour d'horizon avec le duel genevois qui opposait le 7 décembre dernier la Société nautique de Genève au CAV, au club d'aviron de Vesna. Reportage. Sport en expansion après les belles performances de Luca Trammer aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde et aux Championnats d'Europe, l'aviron fait chavirer de nombreux passionnés qui sont toujours de plus en plus à vouloir essayer. Sport olympique depuis 1896 et ses débuts, l'aviron regroupe plusieurs catégories de styles de navigation, souvent pas très faciles à comprendre. Les catégories des bateaux, alors déjà il y a le skiff, donc c'est un bateau très fin où on est tout seul, ce qui est je pense un des bateaux les plus durs mentalement et physiquement, et techniquement bien sûr, parce qu'on est tout seul, on doit faire 2000 mètres sur une course et puis je pense que c'est ce qui est le plus difficile pour garder le contact avec les autres rameurs et puis je pense que c'est la plus difficile. Après il y a le perroir, donc c'est le 2 sans barreur, donc c'est-à-dire que c'est 2 rameurs sans barreur avec une seule rame en pointe et celle-là aussi c'est très difficile techniquement surtout parce que pour garder l'équilibre et puis pour aller vite c'est quand même assez difficile. Après il y a le double, donc c'est le même principe que le perroir sauf avec 2 rames chacun qui est un peu plus facile mais ça demande quand même beaucoup de force. Ensuite de 400 barreurs, donc c'est pareil en pointe avec une seule rame, 100 barreurs et là ça demande beaucoup de force et beaucoup de technique surtout. Après le 4 découple, à mes goûts le bateau le plus beau à l'aviron à voir. C'est 4 barreurs avec 2 rames chacun. C'est un bateau dont j'ai fait l'année dernière où je suis allé au championnat suisse avec. Malheureusement ça s'est pas passé comme prévu mais c'est un très beau bateau, ça va vite. Et finalement il y a le 8 comme on vient de faire ici sur cette course qui est le bateau le plus rapide de l'aviron. Donc il y a un barreur et il y a 8 rameurs en pointe donc c'est vraiment un bateau qui va super vite. Plusieurs catégories qui demandent des qualités très diverses et une exigence sportive lourde. L'ergomètre ou plus simplement appelé le rameur,
sur lequel les sportifs s'entraînent, devient presque un second sport pour eux tellement il est indispensable pour réussir une bonne course. Alors le départ, faut le gérer parce que sur 2000 mètres sur l'eau, ça fait long. Surtout en skiff, en double, en paire-or, où faut gérer le départ, pas perdre le contact avec les autres rameurs, avec les autres bateaux. Et oui, garder la puissance, surtout bien ramer, et puis ça joue tout dans la tête. C'est vraiment mental comme sport. Après, il y a aussi l'exigence niveau des entraînements, où personnellement, moi je m'entraîne 4 à 5 fois par semaine. Et c'est vrai que socialement, ou aussi avec l'école, c'est un peu difficile parce qu'on refuse toujours de sortir avec des copains pour aller s'entraîner de 6h à 8h et on est à la maison à 9h finalement. Donc presque tous les jours, donc c'est assez exigeant, oui. Revenons à notre course. Cette dernière opposait la Société nautique de Genève au club d'aviron de Vesna, qui s'est logiquement imposé. Il faut noter que la Société nautique de Genève rame un peu dans l'ombre de son club rival, puisque les gros noms de l'aviron font presque tous partie de Vesna. Que ce soit Luca Trammer ou encore Damien Tollardo, des noms sûrement inconnus pour certains, mais qui restent une superbe relève dans ce sport peu couvert par la médiatisation. Alors personnellement, ça me dérange pas mal, oui, parce que les gens ils voient pas en fait la difficulté de ce sport, où c'est un sport qui est très beau esthétiquement à voir, mais aussi c'est très difficile dans la tête ou dans les muscles. Enfin vraiment c'est quelque chose de très difficile et puis je trouve que c'est assez désolant que les gens ils puissent pas connaître plus de choses à propos de ce sport. Et pour avoir une couverture médiatique bien meilleure, les résultats doivent suivre. Il faudra donc sûrement attendre les Jeux Olympiques de Rio en 2016 pour montrer que la Suisse n'est de loin ridicule dans ce sport. Et maintenant, la rubrique du Servette. Servette a bien fini son année puisque les Grenats se sont imposés lors de leur dernier match face à Chiasso 3-1 à la Praille. Les buteurs Grenats ont été Pache, Roux et Sautier, alors que Parfait avait marqué pour les Tessinois qui ont fini la rencontre à 9. Au classement, Servette est 3ème après 18 matchs, à seulement 4 points du leader Volon. De bel augure pour la deuxième partie de saison. Passons maintenant à la rubrique du GSHC. Ça va mieux pour le GSHC, ça va même beaucoup mieux. Depuis le début de décembre, les Grenats ont enchaîné 8 victoires en 10 matchs, ce qui est de très bon augure pour la Coupe Spengler fin décembre. Les Grenats se sont remis de la mauvaise passe d'octobre et début novembre. Depuis, plus rien ne les arrête et les Grenats font même bonne figure devant les tout grands, comme contre Berne ou Zurich. Les victoires larges s'enchaînent, dont une contre Lausanne. Même en coupe, les Genevois font des ravages, ils ont battu facilement Rapperswil 6-2 et se hissent donc en demi-finale contre Cloton. Les raisons de ce changement brutal entre octobre et décembre? En voici deux. La Coupe Spengler qui arrive en fin d'année. Les Grenats doivent défendre leur titre acquis l'année passée sur les terres davosiennes. Ils vont devoir lutter à armes égales face à des très bonnes formations européennes comme Helsinki, le Team Canada ou encore le Salavat Ulaef. Une autre raison, l'arrivée de Cody Almond et de Matthew Lombardi sur la glace des Vernets. À eux deux, en 3 matchs, ils comptabilisent 4 buts et 4 assists. Espérons que cela continue pour l'année 2015. So you just come here in Geneva. What is your feeling? It's great to be back. I mean, this is kind of a home away from home for me, so it's a great feeling to be back and just excited to get the season going. Bonjour Chris Revara. Donc samedi contre Berne, vous avez évolué. C'est la 500e fois que vous avez évolué sous les couleurs Grenat. Vous aimez bien Genève là apparemment. Ouais, bah Genève c'est chez moi, je joue là depuis que je suis gamin, donc c'est clair que c'est un plaisir de pouvoir faire 500 matchs, j'espère que je pourrai en faire 500 autres, mais c'est vrai que c'est toujours un honneur de jouer pour ce maillot et ça restera jusqu'à la fin de ma carrière. Et puis la série des gardiens qui se blessent constamment, est-ce que ça pèse dans l'effectif Grenat aujourd'hui? Non, gardien c'est un peu stress spécial, donc après le gardien il vient, il fait son boulot, il a arrêté d'époque, donc c'est vrai que c'est pas vraiment, ça fait partie de l'équipe, mais disons qu'après avec le défenseur et attaque c'est différent avec le gardien, donc non, ça pèse pas grand chose, surtout les gardiens sont dans leur monde, donc on les laisse tranquilles, tant qu'ils arrêtent l'époque, pour nous c'est ce qu'il faut. Et puis on voit déjà depuis quelques semaines que l'équipe est plus agressive, c'est bon pour la Coupe Spengler ça? Ouais bon c'est clair, notre objectif nous c'est le championnat, la Spengler c'est secondaire, on va aller comme l'année dernière. C'est un bonus en plus, on va avec les familles, on va prendre plaisir là-bas et si on la gagne tant mieux. Je veux dire c'est vrai que notre premier objectif c'est quand même le championnat et de se mettre bien avant cette Coupe Spengler justement et être bien dans le classement. C'est un bonus mais il faut quand même défendre son titre. Ouais, clairement, on va pas là-bas pour rigoler mais ce que je veux dire c'est que c'est pas notre objectif premier, c'est comme je l'ai dit c'est le championnat. Ça le restera pour cette année, c'est vrai que Genève a besoin d'un titre ici. Donc c'est vrai que cette année c'est vraiment, on a une équipe pour le titre donc il va falloir aller la chercher.
On enchaîne avec un petit mot de basket où les Lions de Genève sont toujours au contact au classement puisqu'ils sont premiers à égalité de points avec Union de Châtel et Lugano après 14 matchs. Les trois équipes ont 20 points. Et ils ont également du même coup, les hommes d'Ivan Rudez, donc les Lions de Genève, validé leur ticket pour la Coupe de la Ligue où ils affronteront Neuchâtel en demi-finale. Une formalité après la victoire de ce week-end. On ne peut pas continuer cette émission sans parler du CHI de Genève qui avait lieu du 11 au 14 décembre dernier à Palexpo. La H4 réunissait tous les plus grands cadors du hippisme pour un spectacle grandiose. On attendait beaucoup des Suisses, dont Martin Fuchs et Steve Gerda. Martin Fuchs avait notamment remporté le GP de Paris une semaine auparavant. Et sa bonne forme se révéla déterminante puisque le Zurichois remporta le Geneva Classic, une épreuve de ce CHI, quelques heures après la deuxième place de Steve Gerda à la Coupe de Genève. L'épreuve reine de ce CHI, le Rolex Grand Prix, a été remportée par le Britannique Scott Brash. Une semaine avant le concours hippique, les 5 et 6 décembre, également à Palexpo, se tenait la 29e édition du Supercross. Plus de 14 000 personnes étaient présentes pour acclamer leurs champions sur leur moto. Deux catégories étaient représentées, les SX et les FMX. Côté suisse, Matt Robo a remporté le Speed and Steel, tandis que Valentin Guillot a remporté une manche de SX2. Le point noir de la soirée restera les chutes sévères du jeune américain Adam John Cerullo et du français Fabien Berthomé. 15 décembre dernier, nous avons pu rencontrer Michel Pon pour un interview exclusif au stade de la Fontenette à Carouge. Voici un court extrait du reportage qui sera disponible en entier à partir du 31 décembre sur notre chaîne YouTube. Donc vous avez passé 13 ans en tant qu'entraîneur assistant de l'équipe de Suisse. Ouais. Est-ce que vous auriez un moment fort ou un match Olivier? Ouais, je dis toujours la même chose, c'est toujours le Togo qui me vient en première idée, parce que cet engouement incroyable de la Coupe du Monde 2006 qui a déchaîné les foules en Allemagne, avec 50 000 Suisses dans le stade à Dortmund contre le Togo, plus 50 000 Suisses sur les fan zones aussi à Dortmund, parce que ça avait déplacé tout le monde là-bas. Et c'est une des raisons pourquoi je voulais absolument aller jusqu'en France 2016, parce que ce que les Suisses allemands ont vécu avec la Coupe du Monde en Allemagne, avec la proximité de la Coupe du Monde, j'aurais aimé boucler la boucle et finir avec l'Euro en France en 2016 pour boucler la boucle et ensuite arrêter. Ouais, parce que peut-être maintenant votre pire souvenir c'est les pénaltys de l'Ukraine qui restent encore au travers de la gorge. Parce qu'on était cuit physiquement, parce que c'était une première expérience à ce niveau-là, et j'aurais aimé que ce poteau argentin rentre uniquement pour aller au pénalty pour être définitivement éliminé l'autre série de pénalty contre l'Ukraine. Donc vous avez quand vous étiez entraîneur assistant, vous avez fait 134 matchs, ouais, dont 2 en tant que sélectionneur également, ouais, dont un contre Chypre, je me souviens. Ouais, 2 euros, 3 Coupes du Monde, 13 ans de bonheur, ouais, vous les qualifiez. S'il y aurait un mot pour englober toute cette aventure? Fierté quand même, parce que fierté du devoir accompli simplement, parce que l'entreprise de départ a failli capoter d'entrée avec ce fameux match contre le Canada, perdu à Saint-Gall, où Kirby était sur la sellette et où ça a failli très mal tourner. Si on n'avait pas enchaîné les victoires contre l'Autriche et contre le premier match de qualification pour le Portugal. L'équipe m'échappe maintenant. Vous êtes encore trop jeune. Hein? Mais bon, ça reviendra. Si on n'enchaîne pas par ces 2 victoires, je pense que je gicle avec, et on n'est pas là pour faire ce reportage et regarder ces magnifiques photos, même si elles font mal, parce que ouais, c'est une déception pour tout le monde, principalement pour les joueurs également. Et celle-là, je ne l'avais pas vue, elle est superbe, et d'intensité. Et moi, ce qui me fait plaisir, ce qui me reste, c'est qu'on est parti d'une création d'un état d'esprit il y a 13 ans, et puis ça se perpétue maintenant. Et on voit que ça se perpétue parce que Petkovic démarre mal contre l'Angleterre, contre la Slovénie, et il y a la même réaction qu'avec nous, parce que l'équipe, avec tout ce qu'elle a vécu sur les 2-3 dernières années avec nous, a un vécu qui sait la faire réagir dans les différentes circonstances. En bien comme en moins bien. Là, c'est moins bien, ils se sont foutus ensemble,
4-0 contre la Lituanie et c'est reparti. Et c'est une force interne qui est très grande parce que l'équipe est jeune, hyper talentueuse et je suis convaincu qu'elle va faire mal dans les années à venir. L'actualité genevoise passée en revue, la Planète Sport ne s'est cependant pas arrêtée, c'est l'heure des infos suisses. « 4 décembre, la IAM Cycling fait maintenant partie des 18 équipes du World Tour. L'équipe basée à Nyon pourra participer à des tours comme le Giro, la Vuelta ou la Grande Boucle. L'équipe suisse du Buzz genevois joue désormais dans la Cour des Grands. 5 décembre, Beat Feuz remonte sur le podium après avoir passé de longs mois hors des pistes à cause de son genou gauche. Le skieur de l'Emmental s'est offert la 2e place de la descente de Beaver Creek derrière Kjetil Jansrud. 6 décembre, le hasard a fait bien les choses. Lors du tirage au sort de la Coupe du Monde féminine au Canada, les Suissaises ont hérité d'un tirage plutôt clément. Merci Pierre. Et retrouvons le Japon, détentrice de la dernière Coupe du Monde, le Cameroun et l'Équateur. Bon souvenir. 7 décembre, c'est maintenant chez les femmes que le ski suisse va être honoré avec la victoire de Lara Gut lors du premier Super G de l'année à Lake Louise. La Tessinoise qui détient toujours entre ses mains le globe de la spécialité s'est brillamment imposée devant Lindsey Vonn. 9 décembre, moment historique pour le football suisse. En Champions League, le FC Bâle se qualifie pour les 8e de finale de cette même compétition grâce à un match nul à Anfield face à Liverpool. L'équipe rhénane termine sa phase de qualification derrière le Real Madrid avec 7 points. 13 décembre, pas en réussite en début de saison, Dario Colonia fait mentir tous ses détracteurs et s'évise à une très belle 3e place lors du 15 km classique de Davos. Sur ces terres, le Grison n'a pas pu résister au Norvégien Sundby. 14 décembre, Alinghi et son équipage remportent à Sydney la 8e et dernière course des Extreme Sailing Series et s'adjuge en même temps le titre. L'équipage du barreur Ernesto Bertarelli sont sacrés champions, logique étant donné la domination de l'équipe suisse. 14 décembre dernier, Roger Federer est élu sportif suisse de l'année, pas étonnant puisqu'il a remporté la Coupe Davis, s'est hissé en finale du Masters de Londres et de Wimbledon et allé en finale de l'Open d'Australie et de l'US Open. Une saison qui se termine par un joli 2e rang mondial. Petit regret quand même pour le Vaudois Stanislas Wawrinka qui n'a terminé qu'à une 3e place de ce prestige suisse. Chez les femmes, c'est Dominique Gizin qui a été choisi. 15 décembre, les supporters de l'équipe suisse peuvent respirer. Brelem Bolo a choisi de jouer pour la Suisse, encore un jeune talent dans cette équipe qui est en progression tout simplement fulgurante. Et 21 décembre, pour terminer, Simon Hamann décroche un nouveau podium à Engelberg en se hissant à la 2e place. C'est le 3e podium de la saison pour le Saint-Gallois. Voilà, cette émission touche maintenant à sa fin. Nous aimerions vous remercier pour votre soutien et puis pour tous vos messages durant cette année 2014. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes. L'année 2014 qui va très bientôt toucher à sa fin a été tout simplement extraordinaire pour l'équipe de JVA GT Sport et on espère que l'année 2015 sera tout aussi belle. Oui, exactement. Merci à vous. Ça a été superbe depuis juillet cette première mission. On espère faire encore de très belles choses jusqu'à jour. On a pu rencontrer des personnes exceptionnelles, des sportifs simplement superbes. Donc voilà, merci à tout le monde pour ça et on se retrouve donc en 2015. Bonne fête. Merci à vous.